Johnny Mathis le détestait plus que quiconque. Né le 30 septembre 1935 à Gilmer, au Texas, il a grandi à San Francisco, en Californie. Il était le quatrième d'une famille de 7 enfants. Son père, Clem Mathis, reconnut très tôt le don musical de son fils et devint son plus grand soutien, allant jusqu'à construire une petite scène dans leur jardin pour que Johnny puisse se produire devant leurs voisins et amis. Cet encouragement précoce jeta les bases d'une carrière qui s'étendrait sur plus de 6 décennies et lui vaudrait la reconnaissance comme l'un des plus grands chanteurs de ballades romantiques de tous les temps. Le succès de Johnny ne fut pas le fruit du hasard, mais plutôt d'un travail acharné, basé sur le talent, la discipline et la persévérance. Pendant ses études au San Francisco State College, il devint un athlète accompli et un sauteur en hauteur exceptionnel, obtenant même une invitation aux sélections olympiques américaines. Cependant, le destin décida autrement. Un dirigeant de Columbia Records l'entendit chanter dans un club local et le signant en 1956, l'éloignant ainsi du sport pour une carrière musicale qui allait bientôt conquérir le cœur de millions de personnes. Ses premiers enregistrements mêlaient jazz, pop et soul, le distinguant des autres chanteurs de l'époque. En 1957, Mathis sort Wonderful et It's Not For Me To Say, des chansons qui deviennent instantanément des classiques et marquent le début de son ascension vers la gloire. Son premier album de ballades romantiques, Johnny's Greatest Hits, 1958, entre dans l'histoire comme le tout premier album de compilation, un concept qui deviendra par la suite la norme dans l'industrie musicale. L'album reste classé dans le Billboard Top 200 pendant 490 semaines consécutives, soit près de 10 ans, on record, et contribue à asseoir sa réputation de légende. Dès lors, le style caractéristique de Mathis, alliant une orchestration luxuriante à une voix chaleureuse et sincère, allait faire de lui l'une des voix les plus appréciées du 20e siècle. Tout au long des années 1960 et 1970, Mathis a continué de dominer les palmarès avec une série de tubes, dont Chance R, The 12th of Never, Misty, A Certain Smile et Gina. Ses collaborations avec des producteurs et arrangeurs de renom, tels que Percy Faith et Nelson Riddle, ont sublimé ses enregistrements, les hissant au rang d'œuvres d'art. Chacune de ses chansons était empreinte d'élégance et d'intimité, et ses interprétations sont devenues synonymes de romantisme. Que ce soit dans des émissions de variété télévisées ou dans des salles de concert, Johnny Mathis incarnait la grâce et le raffinement, devenant une figure emblématique pour plusieurs générations. Sa carrière a largement dépassé le cadre de la musique populaire. La polyvalence de Mathis lui a permis d'enregistrer des albums explorant différents genres. Chansons de comédie musicale, bossa nova brésilienne, standards de jazz, chants de Noël et même des collaborations avec des artistes contemporains. Ces albums de Noël, en particulier, sont devenus des incontournables des fêtes de fin d'année, emplissant les foyers de chaleur et de nostalgie. Aujourd'hui encore, ces versions de When a Child is Born et de It's Beginning to Look a Lot Like Christmas restent des classiques indémodables pendant cette période festive. En reconnaissance de sa carrière exceptionnelle, Johnny Mathis a reçu de nombreuses distinctions, dont des nominations aux Grammy Awards, le Grammy Lifetime Achievement Award et son intronisation au Grammy Hall of Fame. Avec plus de 350 millions de disques vendus à travers le monde, il témoigne de son rayonnement international et de sa popularité indéfectible. Au-delà des récompenses, son influence s'étend à d'innombrables artistes qui le citent comme une source d'inspiration, des chanteurs pop aux musiciens de jazz qui admirent sa maîtrise technique et la profondeur de son interprétation. En dehors de la scène, Mathis est connu pour son humilité, sa gentillesse et sa discrétion. Malgré sa célébrité, il est resté humble, privilégiant la famille, l'amitié et l'intégrité à la gloire. Il a parlé ouvertement de son identité et de son long cheminement vers l'acceptation de soi, s'attirant le respect par son honnêteté et son courage. Même à plus de 80 ans, Johnny Mathis continuait de tourner et d'enregistrer, prouvant que la passion et le talent ne s'altèrent jamais avec l'âge. Sa voix, toujours aussi riche et inimitable, continue de toucher un public qui a grandi avec sa musique et les jeunes générations qui le découvrent. Icône intemporelle dont la voix veloutée a marqué des générations de musique romantique, Johnny Mathis a continué d'enchanter le public jusqu'au 21e siècle. Alors que nombre de ses contemporains se retiraient de la scène, Mathis restait fidèle au spectacle vivant, portant sa passion pour la musique partout où sa voix pouvait résonner.
À partir de 2000, il a volontairement ralenti son rythme effréné, réduisant son calendrier autrefois chargé à une cinquantaine ou une soixantaine de concerts par an, un rythme qui continuait d'étonner ses fans compte tenu de sa longévité dans le monde du spectacle. Ce qui distinguait véritablement Matisse à une époque de plus en plus dominée par les pistes numériques et les bandes d'accompagnement, c'était son attachement à l'authenticité musicale. Contrairement à la plupart des artistes modernes, il continuait de se produire avec son propre orchestre symphonique plutôt qu'avec un groupe de tournée plus restreint, garantissant ainsi que chaque note de son interprétation soit restituée avec la richesse et la puissance du son live qui était devenu sa signature. Les concerts de Matisse n'étaient pas de simples soirées musicales, mais de véritables expériences empreintes d'élégance, d'humour et de nostalgie. Plus tard, il partageait souvent la scène avec les humoristes Gary Mule Deer et Brad Upton, dont les sketchs spirituels offraient de délicieuses parenthèses entre ses sets. Ce mélange de rires et de chansons conférait à ses spectacles une chaleur et une intimité que le public adorait, comme s'il était accueilli dans le salon de Matisse pour une soirée de divertissement intemporel. Des fans du monde entier se déplaçaient pour le voir sur scène, attirés par l'occasion rare d'écouter une légende vivante dont la carrière s'étendait sur 7 décennies et dont le talent n'avait jamais faibli. Cependant, En Mars 2025, une annonce émouvante et a marqué la fin d'une époque. Le 26 mars, il a été annoncé que Johnny Mathis prendrait sa retraite des tournées en mai 2025, invoquant son âge et des problèmes de mémoire. Cette nouvelle a suscité à la fois tristesse et gratitude chez ses fans, qui l'avaient suivi depuis les années 1950. Toujours d'un professionnalisme exemplaire, Mathis a promis d'honorer tous ses engagements de concerts restants, témoignant ainsi de la même élégance qui a marqué sa vie et sa carrière à ses fans et à ses collègues. Fidèle à sa parole, il achevait chaque spectacle avec tendresse et humilité, transformant chaque représentation en un adieu poignant à son public. Dans une interview révélatrice et profondément personnelle accordée en 2017 à l'émission CBS News Sunday Morning, le légendaire crooner Johnny Mathis s'est enfin confié sur un sujet qui avait alimenté les murmures et les spéculations pendant des décennies, son homosexualité. Avec la même grâce et la même sincérité sereine qui caractérisent sa musique depuis plus d'un demi-siècle, Matisse a confirmé publiquement son homosexualité, évoquant avec franchise comment son éducation et ses expériences de vie ont façonné sa compréhension de lui-même. « Je viens de San Francisco », dit-il chaleureusement, évoquant l'ouverture d'esprit de sa ville natale. Être gay à San Francisco n'a rien d'inhabituel. J'ai eu des copines, des copains, comme tout le monde. Mais je ne me suis jamais marié. Par exemple, je savais que j'étais homosexuel. C'était un rare moment de vulnérabilité de la part d'un artiste qui avait toujours cultivé un certain mystère et une dignité discrète tout au long de sa longue carrière. Pendant des années, Matisse avait choisi de préserver sa vie privée de son image publique, préférant se concentrer sur sa voix intemporelle et ses ballades romantiques, à succès qui avaient fait de lui l'un des chanteurs les plus appréciés de tous les temps. Lorsqu'il a finalement décidé de s'exprimer, ses mots ont touché des millions de fans qui avaient grandi en écoutant des chansons comme Chance R et Misty, sans jamais se douter des difficultés personnelles qui se cachaient derrière cette voix suave. La décision de Matisse de parler ouvertement n'était pas seulement un moment de vérité personnelle, mais aussi un témoignage puissant d'authenticité, de courage et du long chemin vers la reconnaissance que doivent parcourir de nombreux artistes de sa génération. Des décennies plus tôt, afficher ouvertement son homosexualité dans le monde du spectacle était presque impensable. Des carrières étaient souvent brisées par de simples rumeurs. Et pourtant, Johnny Mathis, l'une des voix les plus emblématiques de la musique populaire américaine, assumait sereinement et fièrement son identité au grand jour. Suite à son interview sur CBS News, Matisse a continué de partager son histoire avec divers médias, dont Us Magazine et d'autres sources d'informations importantes, évoquant les changements survenus dans le monde du spectacle depuis ses débuts dans les années 1950. Sa sincérité a permis d'entrevoir la vie privée d'un homme qui avait toujours semblé auréolé de mystère, révélant une profondeur humaine qui a suscité une admiration encore plus grande de la part de ses fans. Dans une culture qui prônait souvent le conformisme, la révélation de Matisse a témoigné d'une force tranquille et d'une acceptation de soi inébranlable. Un rappel que même les plus grandes stars ont leur propre cheminement personnel, une quête de vérité. Pendant des décennies, Johnny Mathis a été reconnu comme l'une des voix les plus raffinées et les plus douces de la musique populaire américaine.
Un homme dont l'image s'est construite autour de la grâce, de l'élégance et d'une dignité discrète et romantique. Mais derrière cette façade lisse se cachaient quelques moments de profonde tension et de ressentiment dont aucun n'était plus choquant que sa relation avec Frank Sinatra. Bien que les deux hommes fussent contemporains dans l'industrie musicale, admirés par des millions de personnes et souvent cités parmi les plus grandes voix du XXe siècle, Matisse a un jour admis que ses sentiments envers Sinatra étaient tout sauf de l'admiration. Je le détestais vraiment, a-t-il avoué dans une interview rare et d'une franchise brutale. Il y avait quelque chose dans sa façon de traiter les gens, surtout les autres chanteurs, qui m'agaçait profondément. Il se croyait intouchable, et peut-être l'était-il. Mais je n'ai jamais apprécié l'arrogance qui en découlait. Frank Sinatra était déjà une figure emblématique du divertissement américain lorsque Johnny Mathis fit son apparition au milieu des années 1950. La réputation de Sinatra le précédait. Il était connu pour son génie, mais aussi pour son tempérament fougueux, ses liens avec le crime organisé, et sa capacité à faire ou défaire des carrières d'un simple coup de fil. Mathis, en revanche, incarnait quelque chose de différent. La jeunesse, la douceur et la pureté émotionnelle. Ses ballades, comme Chants Are, Misty et It's Not For Me To Say, reflétaient une vulnérabilité que l'image effrontée et débrouillarde de Sinatra ne pouvait exprimer. Il n'aimait pas les gens trop propres sur eux, se souvient de Matisse. Il trouvait ce genre d'image artificielle. Mais je ne jouais pas la comédie, c'était vraiment moi. Je n'ai jamais bu, jamais fumé, et je ne fréquentais pas le Rat Pack. Cela le dérangeait pour une raison que j'ignore. Leurs chemins se croisaient souvent, lors de remises de prix, d'émissions spéciales à la télévision et dans les studios d'enregistrement. Mais Matisse n'oublia jamais la façon dont Sinatra l'avait traité lors de leur première rencontre. Il m'a dévisagé de haut en bas et m'a dit « Alors, c'est toi le gamin dont tout le monde parle. » Raconta Mathis. Ce n'était pas un compliment, plutôt un avertissement. Chut! J'ai tout de suite compris qu'il ne m'aimait pas. Dès cet instant, j'ai décidé que je ne l'aimais pas non plus. D'après Matisse, Sinatra dégageait une aura à la fois intimidante et menaçante. Il pouvait être gentil s'il le voulait, a dit Matisse, mais on avait toujours l'impression qu'il y avait un prix à payer. Il aimait que les gens lui doivent quelque chose. Je ne voulais rien lui devoir. Avec le temps, la version s'est émuée en mépris ouvert. L'univers de Sinatra, avec ses salons enfumés, ses verres de whisky et ses jeux de pouvoir nocturnes, était tout ce que Matisse fuyait. Je n'étais pas un de ses protégés, et ça m'a marginalisé, expliqua Mathis. Il plaisantait, lançait des pics sur ma façon de chanter, des trucs du genre « Hey Johnny, quand est-ce que tu vas chanter comme un homme ?» Il pensait qu'être sensible ou sentimental, c'était être faible. Mais ma musique n'était pas faible, elle était pleine d'émotions. La force subtile de Matisse en tant qu'interprète, sa capacité à captiver un public par un murmure plutôt que par un cri, contrastait fortement avec la présence fanfaronne de Sinatra. Ce n'était pas seulement une différence de style, c'était un choc de valeur. Frank vivait comme un roi et exigeait que tous ceux qui l'entouraient s'inclinent devant lui, a déclaré Matisse. Ce n'était jamais mon cas. Je n'avais pas besoin d'appartenir à son cercle pour me sentir accompli. Tandis que Sinatra imposait le respect par la crainte et l'autorité, Matisse a bâti discrètement l'une des carrières les plus durables de l'histoire de la musique, vendant plus de 350 millions de disques et fidélisant un public intergénérationnel. Je crois qu'il m'en voulait de ne pas avoir besoin de son approbation, confia Mathis. Beaucoup de gens dans le milieu dépendaient de l'amitié de Frank, mais pas moi. Chut! C'est peut-être pour ça qu'il ne m'aimait pas, et c'est peut-être pour ça que je ne l'aimais pas. Avec l'âge, les tensions se sont apaisées, mais n'ont jamais vraiment disparu. Nous ne sommes jamais devenus amis, a admis Mathis. Il y a toujours eu cette distance entre nous. Peut-être étions-nous trop différents. Louis, il recherchait le pouvoir, moi, la paix. Pourtant, même en toute honnêteté, Matisse n'a jamais nié le talent de Sinatra. Je respectais ce qu'il savait faire, a-t-il déclaré. Il avait un don. C'est indéniable. Chut! Mais je ne supportais pas la personne derrière ce cadeau. Pour les fans qui ont longtemps imaginé une fraternité parmi les crooners classiques, la franchise de Matisse offrait un aperçu rare des rivalités et des frictions personnelles de cet âge d'or. Sous les smokings et les mélodies intemporelles se cachaient de véritables émotions. Envie, orgueil et animosité. Les gens croient que tous les artistes s'aiment, a conclu Mathis. C'est faux. Chut! Parfois, les personnes les plus difficiles à apprécier sont celles qui nous rappellent ce que nous ne voulons pas devenir. Au final, Johnny Mathis n'a jamais eu besoin de l'approbation de Sinatra pour que sa grandeur soit reconnue. Sa voix, son intégrité et son élégance intemporelle parlaient plus fort que n'importe quelle querelle.
Mais ses propos sur Sinatra demeurent un puissant rappel que, même parmi les légendes, l'admiration n'est pas acquise et que le respect, une fois perdu, est rarement retrouvé.